dit. Est-ce que vous nous entendez bien? C'est parfait, ça a l'air de fonctionner. Très bien. Et on a encore des participants qui nous rejoignent. Parfait, bonjour. Eh bien aujourd'hui, bienvenue pour cette webconférence de l'ADI sur le régime de la micro-entreprise. Et aujourd'hui, on est accompagné par nos partenaires d'Indy, qui sont spécialistes en gestion de micro-entreprises. Je vais vous dire quelques mots sur l'ADI pour introduire cette webconférence. Et puis après, je leur laisserai la parole pour tout vous expliquer sur le régime de la micro-entreprise. Bonjour à tous. Bonjour Salomé. L'ADI, donc nous, on est une association reconnue d'utilité publique. Et donc, on existe depuis plus de 35 ans et on permet, en fait, notre raison d'être, c'est de permettre à des personnes qui veulent lancer leur activité, lancer leur entreprise, de se lancer en ayant un financement et un accompagnement. Et donc, on le fait en finançant tout type d'activité, tout type de projet. Vous allez le voir par la suite. Et donc, on est présent dans toute la France métropole et outre-mer. On a la carte sur la slide de juste après. Donc, vous pouvez déjà aller scanner le QR code si vous le souhaitez, mais restez quand même avec nous pour aller trouver l'agence la plus proche de chez vous, prendre rendez-vous si vous le souhaitez depuis notre site internet. En tout cas, on a... alors oui, il y aura un replay en effet. Hop. Alors, on a perdu la slide, mais on va le remettre incessamment sous peu. Vous avez perdu la slide, vous ne le voyez plus? Alors moi, je le vois plus, mais peut-être que les participants peuvent nous dire s'ils voient toujours. Ouais, voilà, on voit plus. Je repartage. Et apparemment, il n'y a pas dans l'onglet questions, il n'y a pas d'onglet questions pour les participants. Alors, je vais activer ça juste après. Mais donc, oui, donc je disais que l'ADI, on est présent partout en Hexagone et dans les Outre-mer. Et donc, vous avez une agence proche de chez vous, ou si vous n'en avez pas, on a aussi du coup une plateforme téléphonique que vous pouvez appeler. Et donc, les actions qu'on les mène, on est 900 salariés à l'ADI et 1200 bénévoles pour faire les actions qu'on mène. Voilà, et donc comme je le disais, notre action, c'est de financer, notre raison d'être, c'est de financer, d'accompagner et de plaider. Donc, conseiller, financer sur la création d'entreprise et financer, vous allez le voir, jusqu'à 15 000 euros. On accompagne aussi les porteurs de projets dans leur création ou le développement de leur activité au travers d'ateliers collectifs ou de rendez-vous individuels, ou bien encore de support que vous pouvez retrouver sur notre site internet, notamment un outil qui permet de créer son business plan en ligne en autonomie. Et puis, on a une action aussi de plaidoyer pour plaider, porter la parole des entrepreneurs et notamment des micro-entrepreneurs pour faire que la législation soit en faveur de leur action et de leur activité. Et donc, on a sur nos financements, on essaye de s'adapter le plus possible aux personnes qui viennent nous voir. On ne demande pas d'apport personnel. Il n'y a pas de prise de garantie sur ce qui est financé. On peut financer tous les statuts juridiques, mais notamment la micro-entreprise, mais les autres statuts sont également ouverts, évidemment. Et puis, il n'y a pas de limite sur les secteurs d'activité. Tout ce qui est la limite qu'on a, évidemment, c'est que l'activité soit licite, soit légale. C'est évidemment la limite, mais sinon, toutes les activités, tous les secteurs d'activité sont ouverts. Voilà, et donc dans certains cas, on peut également financer les personnes qui sont fichées à la Banque de France. C'est possible avec l'ADI. Dans certains cas, en obtenant l'accord de la Banque de France. Voilà, et donc on essaye d'être le plus ouvert à toutes les personnes qui ont besoin d'un financement et d'un accompagnement pour créer leur entreprise.
quel que soit leur historique ou leur situation d'aujourd'hui. Par contre, on va évidemment veiller à ce que, avec le financement qu'on leur octroie, on vous mette pas plus en difficulté. Et donc, on va évidemment regarder quand même vos capacités à rembourser le crédit. Les prêts qu'on peut faire, ils peuvent aller jusqu'à 15 000 euros en hexagone. Et donc, évidemment, il y a des conditions, mais comme je viens de le dire, on essaye d'être le plus ouvert possible. On peut intervenir soit pour créer son activité, démarrer son activité, ou alors ça peut aussi être si on est déjà en activité et qu'on a besoin d'un financement pour se développer. Voilà, et puis donc je vous parle un peu du taux d'intérêt. Sur les microcrédits qu'on fait, on applique un taux d'intérêt donc qui démarre à 8%. Et donc, c'est un taux d'intérêt qui est payé sur le capital qu'on emprunte. Et donc, c'est variable en fonction de la somme qui est empruntée. Et puis, chaque mois, les clients de l'ADI remboursent une partie de cet intérêt en fonction du capital qu'ils remboursent. Et donc, voilà, ça dépend. Le montage, après, est à discuter au cas par cas, que ce soit sur le montant ou la durée du prêt. Et ce montant et la durée du prêt vont déterminer le montant de l'intérêt au final. Et donc, le coût du crédit va dépendre de ces éléments-là. Et donc, pour en savoir plus, vous avez la possibilité de faire une petite simulation sur notre site internet. Ou bien, pour ceux qui iront en rendez-vous, vous aurez évidemment toutes les explications sur le coût associé au financement que vous pourriez prendre avec un conseiller de l'ADI. Et puis, dans les conditions qu'on demande, on demande à ce que les personnes puissent présenter quand même une garantie. Et donc, le plus souvent, c'est avec un garant, une personne qui se porte garant du prêt que vous faites. Mais ça peut être autre chose. Il y a d'autres modalités possibles de garantie. Donc, ça, c'est à discuter pareil avec votre conseiller. Voilà, et donc je vais répondre dans le chat aux questions. Et puis, s'il y a des questions qui ont besoin de plus d'explications, je les prendrai à la suite. Mais pour l'instant, je laisse la parole à Salomé pour qu'elle nous présente tout sur le régime de la micro-entreprise. Super, merci beaucoup Simon en tout cas pour cette introduction. Bonjour à tous, je suis Salomé d'Indy. Comme l'a dit Simon, Indy, nous on est une solution de comptabilité pour les indépendants et je vais parler aujourd'hui de tout ce qui est régime micro-entreprise. Donc vraiment si vous avez des questions pendant le webinaire, mes collègues Julie et Elsa d'Indy pourront y répondre tout du long. Il n'y a pas de questions bêtes, donc vraiment allez-y. Et moi je vais essayer d'être le plus clair possible aussi pendant le webinaire afin de soit le plus compréhensible. Du coup, juste au sommaire aujourd'hui, on va voir ensemble plusieurs sujets qu'il ne faut pas prendre peur. On va essayer de voir ça ensemble simplement et facilement. Premièrement, on va parler des types de revenus, quoi ça correspond. Ensuite, je vais vous parler de la partie cotisation fiscale, donc tout ce qui est impôt. La partie cotisation sociale, tout ce qui est lié à l'URSSAF. On va parler un petit peu aussi de la TVA, parce que ça va concerner certains d'entre vous. Et, entre guillemets, les principales obligations comptables que vous allez devoir faire en micro-entreprise. Du coup, juste pour introduction, donc nous, Indy, on a une simple mission qui est de simplifier la vie des indépendants en rendant leur comptabilité et leur démarche administrative intuitive, rapide et ludique. Donc nous, on est vraiment une alternative à l'expert comptable. Indy, on est capable d'émettre des déclarations qui sont bien sûr approuvées par les finances publiques françaises et on est une entreprise lyonnaise de 300 personnes. Nos sièges sociaux sont à Lyon, on a un petit bureau aussi à Paris et on a un tiers de notre effectif qui est notre service client parce qu'en fait notre service client est 100% franco-français et là on est en l'occurrence franco-lyonnais. Donc si les personnes qui utilisent Indy ont des questions pendant la semaine, il y a une petite bulle rose sur notre site internet où vous pouvez poser directement votre question et c'est nos collègues qui y répondront. Et nous, on accompagne les personnes dans toute la partie donc création d'entreprise,
la partie comptabilité et gestion. On a aussi un outil de facturation qui est immatriculé PDP, donc avec la nouvelle loi sur la facturation électronique, Indy est tout à fait adapté à cette situation. On a aussi un compte pro qui est gratuit et on fait aussi, bien sûr, une des pièces les plus importantes, les déclarations et les bilans comptables. Alors, pour commencer, donc là, je fais un petit récap. Donc, on va commencer à parler pour ce qui est des types de revenus. Du coup, il y a 3 types de revenus que vous pouvez avoir en micro-entreprise. Les revenus, ce qu'on appelle BNC, donc BNC pour bénéfices non commerciaux. Donc, ça va être tout ce qui va être les professions libérales, notamment les prestations intellectuelles. Donc, on a différents types de corps de métier. Vous allez pouvoir être en BNC si vous êtes ostéopathe, kiné, architecte, mandataire immobilier, traducteur, etc. Donc, ça, c'est le premier type de revenu qu'on peut avoir. Ensuite, vous pouvez être en BIC, en micro-BNC, micro-BIC, BIC pour bénéfices industriels et commerciaux. Donc là, ça ne va pas être la prestation intellectuelle, on va être sur des métiers avec des prestations de services commercial, hein, des métiers comme des coiffeurs, des chauffeurs VTC, des livreurs, des réparations. Et on va aussi on va être sur de la vente de produits, hein, si vous vendez des choses, je ne sais pas, sur du e-commerce, de l'achat, de la revente, vous fabriquez quelque chose que vous vendez aussi, vous allez devoir être au régime microbique. Et le troisième type de revenu, qui est un petit peu moins, enfin, un petit peu plus rare, c'est les bénéfices agricoles, tout ce qui est lié aux professions de l'agriculture. Du coup, maintenant, on va parler des sujets qui fâchent, les impôts. Donc, pour ce qui est des cotisations fiscales, quand vous êtes au régime, quand vous êtes en micro, et le micro, c'est ce qu'on appelle une entreprise individuelle. Et pour les entreprises individuelles, il y a 2 types de régime d'imposition. Il y a le régime microfiscal et le régime réel. Je ne vais pas parler du régime réel parce qu'on est là justement pour parler du régime microfiscal. C'est celui qui va vous intéresser. Mais juste pour votre culture, quand il y a une entreprise individuelle, vous pouvez aussi être au régime réel. Du coup, si on se penche un petit peu plus sur le régime microfiscal, qu'est-ce que c'est en fait, et quoi ça correspond? Le régime microfiscal va vous permettre de calculer votre bénéfice imposable, à savoir sur quel chiffre vous allez pouvoir payer vos impôts. Donc, le régime microfiscal, ça va permettre il va suivre uniquement vos recettes. Voilà, va pas y avoir de charges qui vont entrer en compte, etc. C'est uniquement le suivi des recettes. Et pour déclarer justement votre chiffre d'affaires, etc., vous allez devoir faire une déclaration qui s'appelle la 2042 CPRO. On y reviendra un petit peu plus tard. Du coup, ici, le calcul, il est simple en microfiscal. C'est un régime qui est assez simplifié, assez simple à comprendre, à la différence du régime réel qui est un tout petit peu plus complexe, même si ça reste assez classique. Pour calculer votre bénéfice imposable quand vous êtes en régime microfiscal, il faut prendre votre chiffre d'affaires brut moins un pourcentage, donc c'est un abattement forfaitaire qui a été décidé par l'État, donc c'est le même abattement pour tout le monde, et chaque type d'activité a un abattement forfaitaire. Par exemple, si vous êtes en micro-BNC, vous avez un abattement forfaitaire de 34%, 50% en BIC ou 71% pour la partie agricole. Donc si par exemple, vous êtes un kiné et vous êtes en micro-fiscal, pour calculer votre bénéfice imposable, vous allez prendre votre chiffre d'affaires brut moins l'abattement forfaitaire de 34% parce que pour l'État, il vous met forcément 34% environ de charges. C'est le même pour tout le monde, c'est le même pour toutes les personnes qui choisissent le régime micro-BNC. Et après, ça va être pareil pour les micro-BIC à 50% ou à 72% pour les professions agricoles. Donc ici, il n'y a vraiment pas de charge déductible en plus. Si vous êtes en micro-BNC, vous ne pouvez pas dire « Ah bah j'ai acheté, je ne sais pas si on est kiné, j'ai acheté une table de massage pour mes patients. Je ne vais pas pouvoir la déduire en charge parce que les charges vont être forcément comprises dans ces fameux 34%. » Voilà. Et vous allez être en régime micro-social pour tout ce qui est lié à l'URSSAF. Mais là, micro-fiscal égale cotisation fiscale. Donc, il y a deux types de manières de payer ses impôts quand on est en microfiscal. On a tout ce qui est le principe du barème progressif de l'impôt sur le revenu. C'est le barème classique, entre guillemets, que souvent tous les Français connaissent. C'est-à-dire que grâce au calcul de votre chiffre d'affaires moins l'abattement forfaitaire, vous allez avoir votre base imposable en microfiscal. Mais tout cela est classé en fonction de tranches d'imposition. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, une base imposable de 33 000 €, vous n'allez pas faire 33 000 € fois 30%. Vous allez votre chiffre d'affaires va être décortiqué en fonction de tranches d'imposition. Si par exemple,
Salomé, excuse-moi, on a quelques questions demande d'aller un tout petit peu moins vite, et notamment Ok, sur cette partie chiffrée. très bien. Voilà. Je vais essayer de ralentir. Est-ce qu'il y a besoin que je revienne à la slide d'avant ou Je pense qu'à partir de là, je pense que c'est bien. Ok, très bien. Merci. Du coup, merci. Du coup, oui, donc je disais, pour ce qui est du barème progressif du coup lié à l'impôt sur le revenu, si vous avez votre base imposable, par exemple, de 33 000 euros, c'est votre chiffre d'affaires, vous n'allez pas devoir calculer 33 000 euros fois les 30% qui vont rentrer dans la fourchette de votre tranche d'imposition. En fait, votre chiffre d'affaires va être divisé en fonction de plusieurs tranches. Donc, par exemple, si on reprend toujours l'exemple des 33 000 euros, le 33 000 euros va être décortiqué, par exemple, de la tranche de 0 euros à 11 497 euros. Vous n'allez pas payer d'impôt. Sur cette première tranche, vous ne serez pas imposé. Ensuite, sur la tranche de 11 497 euros à 29 315 euros, là, cette partie de votre chiffre d'affaires va être imposée à 11%. Vous allez payer 11% de taux d'imposition sur cette partie de votre chiffre d'affaires. Ensuite, sur la partie de 29 000 à 83 000 euros, là, c'est du coup la partie qui reste, comme vous avez 33 000 euros, vous êtes imposé à un taux de 30%. Donc, à la fin, en fait, c'est comme ce qu'il y a exactement marqué sur la slide. Vous allez payer 3 065 euros d'impôt, suivant, du coup, selon le principe du barème progressif. Donc ça, c'est vraiment pour se dire que, pour que vous compreniez un petit peu comment est calculée votre imposition et comment cela se passe, quoi. Donc là, c'est la première solution, pour ce qui est, du paiement des impôts. Ensuite, on a une deuxième possibilité, ce qu'on appelle le versement libératoire. Vous avez peut-être déjà entendu parler, de ce versement. C'est vraiment la deuxième façon de payer cet impôt là, je parle vraiment essentiellement pour les micro-entrepreneurs. Donc le versement libératoire, c'est-à-dire qu'au lieu de payer vos impôts, en une fois comme avec, la solution qu'on a vue avant, vous allez payer vos impôts, en fonction de votre chiffre d'affaires, mais, on va dire, petit à petit. C'est-à-dire que si, par exemple, vous êtes en micro-BNC, vous allez payer un versement libératoire de 2,2% de votre chiffre d'affaires. Si vous êtes, en micro-BIC, vous allez payer 1,7% de votre chiffre d'affaires et si, vous êtes en BIC, vente de produits, vous allez payer 1% de votre chiffre d'affaires. En fait, sur la partie qu'on a vue avant, c'est, vraiment on va dire, la DGFiP, c'est l'instance des finances françaises qui va s'occuper de cette partie des impositions et ici, si vous choisissez le versement libératoire, ça va être l'Urssaf qui va en fait collecter ces impôts en même temps que vous allez payer vos cotisations sociales. Donc ça, c'est vraiment 2 manières, différentes, de «payer» entre guillemets, ces impôts. Sur la droite, je vous ai mis, un petit peu les revenus fiscaux de référence pour que vous ayez un petit peu les chiffres en tête selon votre situation, si vous êtes seul, si vous êtes en couple, si vous avez un enfant, 2 enfants, et cetera. Ensuite, nous allons parler, du coup, c'était une bonne transition sur les cotisations sociales. Donc là, juste avant, on a vu les cotisations fiscales qui relèvent donc la partie imposition et maintenant, on va passer aux cotisations sociales, c'est tout ce qui est lié à l'Urssaf. Du coup, quand vous êtes en micro-entreprise, vous avez ce qu'on appelle une combinaison de 2 régimes simplifiés. Donc la partie micro-fiscale qu'on vient de voir ensemble, heu, qui va servir à calculer votre bénéfice imposable. Donc je fais juste un petit rappel, du coup, micro-fiscal, quand vous êtes en micro-entreprise, pour la partie imposition, vous êtes en micro-fiscal. Comment votre bénéfice imposable est calculé? On prend votre chiffre d'affaires, moins un abattement forfaitaire de soit 34% pour les personnes qui sont en micro-BNC, soit de 50% pour les personnes qui sont en BIC et en BIC, la partie prestation et 71% si vous êtes en BIC, vente de biens. Donc ça, c'est la partie micro-fiscale. Ensuite, on a la partie micro-sociale, c'est tout ce qui va être, vos cotisations sociales avec, l'organisme que vous connaissez tous, sûrement l'Urssaf. Et là, donc là, ça va être vous allez avoir des taux de cotisation sociale qui vont être différentes selon votre régime. Si vous êtes en BNC, les cotisations sociales vont représenter 24,6% de votre chiffre d'affaires. Si vous êtes en BIC, prestation de service commercial, vous allez être à 21,2%. Et si vous êtes en BIC, vente de produits et de biens, vous allez être à 12,3%.
Donc en fait, vous allez avoir le choix de déclarer, votre CA sur, auto-entrepreneur.urssaf.fr, soit mensuellement, soit trimestriellement. Donc ça, c'est un choix que vous allez faire quand vous allez créer votre compte sur le site de l'Urssaf. C'est vraiment un choix personnel si vous préférez, payer vos cotisations soit tous les mois ou soit tous les trimestres. Donc vraiment, on va rester sur enfin, pour les auto-entrepreneurs et les personnes qui prennent vraiment le régime, micro-entreprise, toutes les déclarations vont être simplifiées au maximum pour c'est un régime qui est vraiment assez simple, tant pour calculer vos impôts avec la partie micro-fiscale, tant pour calculer, vos cotisations sociales avec la partie micro-sociale. Donc, je ne sais pas si c'est clair sur cette partie-là. N'hésitez pas, je le redis, à poser vos questions dans l'onglet. Il y a vraiment mes collègues qui pourront y répondre. J'espère que je ne vais pas trop vite. C'est un petit peu la partie technique. Mais si je reprends et je refais un résumé, microfiscal, pour calculer votre bénéfice imposable, vous faites votre chiffre d'affaires moins un abattement forfaitaire qui va correspondre, soit si vous êtes en BNC, en BIC prestation, en BIC vente de biens. Et la partie cotisation sociale, les cotisations sociales que vous allez payer via l'Urssaf. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la partie micro-sociale, qui va, elle, être fait soit mensuellement, soit trimestriellement. Quand vous allez créer votre espace sur auto-entrepreneur.ursaf.fr, vous allez choisir ce que vous préférez. Et là, en fait, vos cotisations sociales, comment est-ce qu'elles vont être calculées? Vous allez prendre votre chiffre d'affaires moins un pourcentage, donc 24,6% pour les BNC, 21,2% pour les BIC prestations de services commerciales et 12,3% pour la partie BIC vente de produits et de biens. Ensuite, on va passer à la partie TVA. Donc, TVA, taxe sur la valeur ajoutée, comme vous, je pense vous le connaissez. Donc la TVA, en fait, elle se divise en deux parties. Premièrement, on a ce qu'on appelle la TVA collectée et ensuite, on a ce qu'on appelle la TVA déductible. Donc, je vais essayer d'aller doucement parce que ça peut être un petit peu technique, la TVA. Donc, pour la partie TVA collectée, qu'est-ce que la TVA collectée? C'est la TVA qu'on collecte sur les recettes. C'est-à-dire que la TVA collectée correspond à la TVA payée par le client final et collectée par l'entreprise. En fait, la TVA collectée, elle transite juste par le compte de l'entreprise et vous devez bien sûr la déclarer auprès des impôts. Donc ça, c'est la partie TVA collectée qui est essentiellement sur la partie recette. C'est ce que vous, en tant qu'entrepreneur, vous allez collecter. Et ensuite, on a ce qu'on appelle la TVA déductible. Là, la TVA déductible, c'est sur les choses que vous allez acheter. Par exemple, vous êtes kiné, toujours, je prends le même exemple, vous achetez à une entreprise une table de massage, vous allez payer de la TVA. Et ça, c'est cette TVA qui correspond à la TVA déductible, c'est sur ce que vous allez acheter. Donc là, dans ce cas-là, moi, en tant que kiné, je suis une entreprise, mais je suis aussi cliente de l'entreprise qui vend la table de kiné. Donc c'est pour ça que je vais payer la TVA sur mes achats. Et après, au final, je vais pouvoir déduire cette TVA pour après faire un équilibre. Je vais vous montrer après comment ça marche. Du coup, on reprend TVA collectée, c'est la TVA que j'ai sur mes recettes. C'est la TVA que mes clients me payent. Et la TVA déductible, c'est la TVA que je vais payer en tant qu'entreprise sur tout ce que j'achète sur mes achats. Donc, si on fait un petit calcul très simple, on prend la TVA collectée, donc toute celle que je reçois, payée par mes clients. On enlève la TVA déductible, celle que moi j'ai payée à d'autres entreprises. Si ce résultat il est positif, on a ce qu'on appelle un excédent de TVA. C'est-à-dire que je vais devoir j'ai mon résultat, en fait, j'ai récolté plus de TVA que j'ai déduit. Et si ce résultat est négatif, on appelle avoir un crédit de TVA. C'est-à-dire que je suis en négatif. Pour tout ce qui est TVA, vous allez devoir faire ce qu'on appelle une déclaration de TVA. Et ça, c'est des choses que, par exemple, Indy nous ont fait. C'est des petites déclarations comptables qui sont très simples. Ça prend 5 minutes par déclaration. Et c'est très facile de suivre ça, notamment avec Indy. Donc vraiment, je récapitule. Deux parties TVA. La TVA collectée, celle qu'on prend sur nos recettes, celle que nos clients nous payent. Et la partie TVA déductible, celle que moi, je paye sur ce que je vais acheter en tant qu'entreprise. Ensuite, je vais juste vous faire une petite explication schématisée. Et Salomé, excuse-moi, je reprends la parole. Malheureusement, on a beaucoup de questions dans le chat et on voit qu'on n'arrive pas trop à répondre à tout. Et malheureusement, oui, on ne peut pas répondre à toutes les situations personnelles là, dans ce cadre
dans ce cadre qui est assez limité. Et donc, on est désolé de ne pas pouvoir répondre à toutes les questions. On fait au mieux pour y répondre quand ça concerne le plus de personnes possible. Mais malheureusement, tout le monde n'aura peut-être pas la réponse aujourd'hui aux questions précises. Après, on vous invite à chercher plutôt du coup de l'accompagnement individuel, vraiment, si vous avez des questions très précises et personnelles. Et ou sinon aller chercher aussi sur les ressources qui peuvent exister sur le site de l'ADI. Et donc voilà, on s'excuse et je repasse aussi le message à Salomé, comme vous le demandez, d'aller plus doucement si c'est possible, quand ça concerne des explications un peu compliquées comme celle de la TVA. Excuse-moi, Salomé, je te redonne la parole. Merci Simon, oui, pas de souci, j'en prends note. C'est vrai que c'est des sujets qui sont assez complexes. Je vais essayer de me répéter au maximum. Là, après la présentation, on va avoir aussi un petit temps où je vais vous faire une démo d'Indy. Donc, ça laissera aussi le temps à mes collègues de répondre aux autres questions qui vont émerger. Et c'est vrai qu'on est sur des choses qui sont assez complexes. Donc, je vais revenir sur la partie TVA et c'est pour ça que je vous ai fait un petit schéma. C'est pour que la partie TVA collectée, TVA déductible, ça soit essayer d'être le plus clair possible. Dans tous les cas, si jamais vous avez des questions ou vous voulez revenir sur les slides, comme notre web conférence est enregistrée, vous allez pouvoir revisionner les slides. Vous aurez aussi accès aux réponses des questions. Donc ça sera peut-être un petit peu plus simple, mais c'est vrai que là, c'est des webinaires qui sont assez denses, parce qu'on a peu de temps. On essaye de vous donner un maximum d'informations pour que vous puissiez repartir avec tout ce dont vous avez besoin. Donc, c'est sûr que je vais essayer d'un petit peu réduire, Simon, j'en prends note. Et je vais revenir sur la partie TVA. Et si à la fin, on doit se prendre 5-10 minutes pour s'il y a des questions sur un sujet assez précis, je peux revenir aussi sur mes slides et je peux vous réexpliquer. Il y aura bien sûr aucun problème. Donc, du coup, je reviens sur la partie TVA collectée. Donc, la TVA, ça ne concerne pas tout le monde d'entre vous. Il y a des personnes qui vont être exonérées de TVA. Mais là, pour ceux qui paieraient la TVA, comment ça fonctionne? Donc, on a la partie TVA collectée. Donc, moi, je suis kiné. Si vous êtes patient, vous allez me payer ou si, par exemple, je vends des souris d'ordinateur, vous m'achetez une souris d'ordinateur. Vous, en tant que client, vous allez me payer le prix de la souris plus la TVA, qui va former un seul et même prix. Donc moi, je vais récolter le prix de la souris plus la petite partie TVA en plus. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la TVA collectée. C'est la TVA que l'entreprise reçoit via ses recettes. Et ensuite, on a la partie TVA déductible. Donc ça, c'est la TVA que moi, en tant qu'entreprise, je vais aussi acheter des choses pour, pour mes locaux, pour mon bureau, etc. Et je vais payer la TVA à d'autres entreprises. En fait, c'est la TVA que je vais payer sur mes achats. Et en fait, ensuite, cette TVA, je vais pouvoir la déduire. Et en fait, si on veut faire un petit peu la balance entre toute la TVA que j'ai collectée plus toute la TVA que j'ai payée, on fait ce qu'on appelle la formule classique de la TVA collectée. Donc, toute la TVA sur mes recettes, moins la TVA déductible, donc c'est toute la TVA sur mes achats. Si jamais j'ai une somme qui est positive, un excédent de TVA, ça veut dire que j'aurais collecté plus de TVA que de TVA que j'ai déduit. Donc là, on appelle ça un excédent de TVA. Et si jamais, par exemple, ce résultat est négatif, ça veut dire que j'ai un crédit de TVA. Ça veut dire que j'ai, entre guillemets, pas de TVA en trop. Donc, si je fais le petit schéma pour vous expliquer et un peu mettre ça en lumière. Donc, nous, on se dit qu'on est au milieu, on est la petite bulle rose. Je facture à mon client vert qui se situe à gauche 120 €. Donc, par exemple, vous êtes mon client et vous allez me payer 120 € pour une prestation ou en vente de biens ou de services. Ces 120 €, ils correspondent à quoi? Ces 120 €, ils sont divisés en deux parties. Il y a 100 €, ça va être la partie de ma recette, en fait, de la prestation. Imaginons que vous payez une prestation. Et on a 20 € qui représentent la TVA collectée. Donc moi, en tant qu'entreprise, je vous facture 120 €, mais dans ma poche, à la fin, il va me rester que 100 € parce que les 20 € de TVA, c'est celle que j'ai collectée et que je vais devoir déclarer. Donc ça, c'est la partie sur la TVA collectée. Donc la TVA collectée, c'est que je prends un
un montant global de prestations. Donc là, je facture 120 € à mon client. Je prends 100 € pour moi, parce que là, on va dire qu'on est à 20% de TVA. Je prends 100 € pour moi, c'est ce qui va être dans ma poche à la fin. Et les 20 € de TVA, je les collecte et je vais devoir les déclarer. Imaginons toujours la même situation. Là, je ne facture pas un client, mais j'achète, par exemple, une dépense professionnelle. J'achète un nouveau bureau. J'achète un nouveau bureau. Non, un bureau à 24 €, c'est un petit peu utopique, mais j'achète une souris d'ordinateur à 24 €. Je l'achète, par exemple, à Bureau Vallée, donc moi, je suis une entreprise, et je l'achète à Bureau Vallée, qui, elle aussi, est une entreprise. Donc, je paye 24 €. 24 €, ce qu'on appelle TTC, donc toute taxe comprise, avec la TVA dedans. Et là, les 24 €, je vais réellement payer 20 € pour ma souris et 4 € de TVA. Donc au final, pour savoir ce que moi je vais payer à l'État, parce que j'ai collecté de la TVA, donc c'est-à-dire qu'il y a des gens qui m'ont versé de la TVA et moi j'en ai versé à d'autres entreprises quand j'ai acheté ma souris d'ordinateur. En fait, je vais devoir trouver la balance pour savoir combien d'argent je vais donner à l'État pour déclarer ma TVA. Donc là, moi, j'ai collecté 20 € de TVA suite à la facture de 120 € que j'avais faite, mais j'ai payé 4 € de TVA quand j'ai acheté ma souris d'ordinateur. Donc au final, si je fais les 20 € que j'ai collectés moins les 4 € que j'ai dépensés, on va avoir quelque chose qui a 16 €. Donc j'ai 16 € en trop de TVA et ces 16 €, en fait, c'est pas mon argent, c'est l'argent de l'État parce que c'est la TVA que j'ai collectée. Donc ces 16 €, je vais la déclarer, grâce à la déclaration de TVA que je vais pouvoir ensuite payer à l'État. Donc c'est vraiment un calcul qui est très simple. Je sais que la TVA, c'est quelque chose de complexe parce qu'elle est présente dans nos vies tous les jours. On paye toujours souvent nos prix, toutes taxes comprises. Mais quand on est au niveau d'une entreprise, on parle aussi hors taxe et TTC pour vraiment voir la différence. Donc là, je répète, je suis une entreprise, je facture 120 € à mon client. Dans ces 120 €, imaginons que j'ai 20% de TVA, dans ma poche, à la fin, il va rester 100 € et je vais avoir collecté 20 € de TVA. Et par la même occasion, je décide d'acheter une souris d'ordinateur à 24 €, donc je l'achète à une autre entreprise, par exemple à Bureau Vallée, je reprends le même exemple. Donc là, je vais devoir payer 24 €, mais dans ces 24 €, j'aurais payé 20 € de souris d'ordinateur et 4 € de TVA. Et au final, pour savoir combien je vais devoir payer à l'État et comment je vais devoir faire ma déclaration de TVA, je vais faire le calcul très simple des 20 € que j'ai collectés quand j'ai facturé ça à mon client, qui m'a payé. Mais c'est de l'argent qui est à l'État, c'est pas de l'argent qui est à moi, mais je l'ai quand même collecté. Plus les 4 € que j'ai payés à l'entreprise de Bureau Vallée, mais qui ne sont pas à moi également. Et pour vraiment avoir la balance et savoir combien de TVA je vais avoir à payer, on fait les 20 € que j'ai collectés moins les 4 € que j'ai payés à Bureau Vallée et on a ce qu'on appelle 16 € d'excédent de TVA que je vais devoir payer à l'État. Donc ça, c'était pour la petite partie de TVA. Sur en quoi ça correspond sur la TVA, la partie collectée et la partie déductible. Ensuite, il y a différents régimes de TVA possibles. Je vais essayer d'aller doucement. Le premier, on a ce qu'on appelle le régime de franchise en base de TVA. C'est beaucoup de mots pour dire qu'il n'y a aucune déclaration à faire, vous ne collectez pas la TVA, vous ne récupérez pas votre TVA sur vos achats. Donc en fait, quand on vous dit « Ah, vous êtes en franchise en base de TVA », tout simplement, ça veut dire que vous ne payez pas de TVA, vous ne déclarez pas de TVA, et la TVA pour vous, c'est quelque chose, c'est un non-sujet, vous pouvez l'enlever de votre tête. Ensuite, on a ce qu'on appelle le régime réel simplifié, qui s'appelle aussi le CA12. C'est que vous allez avoir à faire des acomptes de TVA en cours d'année. Donc, vous allez devoir faire 2 acomptes en cours d'année, plus une déclaration à la fin de l'exercice. Donc ça, c'est vraiment régime réel simplifié égale 2 acomptes en cours d'année, plus une déclaration à la fin de l'exercice. Ensuite, on a ce qu'on appelle le régime réel normal, CA3 mensuel. Tout est dans le titre, ça veut dire que tous les mois, vous allez devoir déclarer votre TVA. C'est quelque chose de régulier. Encore une fois, via Indy, nous, on fait toute la partie déclarative. Et votre déclaration de TVA mensuelle, ça va vous prendre avec Indy 5 minutes top chrono. Et puis vous faites ça chaque mois, donc ça va se répéter. Et on a un troisième régime qui s'appelle le régime réel normal CA3 trimestriel. Encore une fois, tout est dans le titre. Là, c'est égal à une déclaration par trimestre. Donc, en fait, il n'y a pas énormément de solutions. Soit vous vous dites, pour ce qui est des régimes de TVA,
je suis en franchise de base de TVA, ça veut dire que j'ai pas de déclaration à faire, j'enlève la TVA de ma tête, je collecte pas de TVA, je récupère pas de TVA. Donc ça, c'est la première option. Et si vous êtes dans ce cas-là, enfin si vous allez dans ce cas-là, on enlève la partie déclaration. Ensuite, si vous si vous mettez à collecter de la TVA et à en payer, il y a 3 régimes de TVA possibles. Le premier, régime réel simplifié, qui, autrement dit CA12, mais ça, c'est vraiment entre parenthèses, qui correspond à, vous allez devoir faire 2 acomptes en cours d'année. Plus, à la fin de votre exercice comptable, vous allez devoir faire vraiment une grande déclaration de TVA pour résumer un petit peu ce qui s'est passé pendant l'année. Ou sinon, vous avez 2 autres choix. Vous avez le choix du régime réel normal mensuel. Donc là, une déclaration par mois. Et encore une fois, la déclaration de TVA, c'est des déclarations qui sont très simples. C'est pas des grosses déclarations comptables, encore une fois, et qui me disent ça prend 5 minutes. Et donc, soit vous vous dites, bah, moi, je veux déclarer ma TVA tous les mois parce que je veux en savoir où j'en suis tous les mois, je veux que ce soit un petit peu le plus proche possible de la réalité. Ou soit vous dites, bah, trimestriel, ça me suffit amplement, j'ai pas énormément de transactions par mois et de suivre ma TVA trimestriellement, ça me suffit. Et là, vous avez le choix du régime réel normal trimestriel. Voilà, un petit peu sur les choix de régime de TVA possibles. Franchise en base, pas de TVA. Régime réel simplifié, en fait, on fait une grosse déclaration à la fin de l'année comptable et on a 2 acomptes en cours d'année. Régime réel normal mensuel, vous payez votre TVA tous les mois. Enfin, vous déclarez votre TVA tous les mois. Et régime normal trimestriel, vous faites ça une fois par trimestre. Donc ça, j'espère que c'est clair. Est-ce qu'on a beaucoup de questions sur ce sujet? J'imagine que oui. Il y a notamment une question, pardon Salomé, sur comment on choisit ce régime-là. Ça va dépendre de votre... En fait, c'est une question qui n'a pas de réponse, c'est-à-dire que ça va dépendre de la situation de chacun. Donc, je vous laisse vous diriger vers Ladi qui va aussi pouvoir répondre à ce type de questions, à vous accompagner, j'imagine, Simon, là-dessus. Et en tout cas, c'est pas imposé. C'est pas imposé, c'est l'entrepreneur qui choisit le régime qu'il veut. Oui, exactement, voilà, c'est ça. En fait, ça dépend suivant la situation personnelle de chacun, suivant le métier, si vous êtes en BNC, en BIC prestation de service, en BIC vente de biens. Donc voilà, tout simplement. Ensuite, on va parler des différents seuils de TVA. Depuis le 1er janvier 2025, on va avoir des seuils de TVA qui sont donnés par l'État. On va voir ce qu'on appelle les seuils minorés. Donc, à partir du 1er janvier 2025, si vous êtes en prestation de service, vous avez 37 500 € de seuil minoré. Et si vous êtes en vente de biens, vous êtes à 85 000 €. Et les seuils majorés, je vais expliquer après à quoi ça correspond. Si vous êtes en prestation de service, vous êtes à 41 250 €. Et si vous êtes en vente de biens, vous êtes à 93 500 €. Donc, en gros, pour vous faire simple, si vous ne dépassez pas ces seuils, vous avez le choix d'être redevable ou non de la TVA. Mais ce n'est pas une obligation. C'est-à-dire que si vous ne dépassez pas les seuils, vous pouvez dire bah, moi, je ne veux pas être redevable de la TVA. Et dans ce cas-là, vous serez en régime franchise de base. Et là, il n'y aura pas de déclaration de TVA à faire. Ensuite, si par exemple votre chiffre d'affaires N-1, il est entre le seuil minoré et le seuil majoré, donc je vous laisserai regarder les montants suivant vos types de régime, vous allez payer la TVA à partir de janvier N. Vous n'allez pas la payer tout de suite, ça sera à partir de janvier. En d'autres mots, donc si vraiment votre chiffre d'affaires, il est compris entre, si par exemple vous êtes en prestation de service, votre chiffre d'affaires est compris entre 37 500 € et 41 250 €, vous allez payer la TVA à partir de janvier. Mais si vous êtes toujours en prestation de service et que votre chiffre d'affaires il est égal à 10 000 €, vous n'avez pas d'obligation à être redevable de la TVA. Vous pouvez tout à fait dire ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas être redevable de la TVA, tout simplement. Ensuite, si votre chiffre d'affaires l'année en N est supérieur au seuil majoré, là, l'État vous dit vous allez devoir payer la TVA le jour du dépassement. Si par exemple vous êtes en prestation de service et que, je ne sais pas, le 2 décembre, votre chiffre d'affaires il correspond à 42 000 €. Donc c'est-à-dire que vous dépassez le seuil majoré,
C'est-à-dire que si vous dépassez le seuil majoré le 2 décembre, vous allez commencer à payer la TVA à partir de ce moment-là. C'est entre guillemets, en fait, c'est des histoires de seuil. Donc je reprends, pour savoir si on paye la TVA automatiquement ou pas. 3 solutions. Si votre, chiffre d'affaires est inférieur au seuil minoré, donc prestation de service 37 500 € ou, vente de biens 85 000 €, vous n'êtes pas obligé, ce n'est pas obligatoire d'être redevable de la TVA, ça reste un choix, selon votre situation. Ensuite, si votre chiffre d'affaires en N-1, il est entre le seuil minoré et le seuil majoré, là, vous allez devoir payer votre TVA, mais à partir de janvier. Et ensuite, troisième solution, si votre chiffre d'affaires en N dépasse le seuil majoré, donc le seuil qui est à droite, là, l'État va vous dire: «Attention, tu as dépassé le seuil majoré, tu vas devoir payer la TVA le jour du dépassement, le jour où tu vas dépasser ce seuil». Voilà. Donc c'est un petit peu, on va dire qu'il y a environ 3 options. Et si je reprends, donc vraiment, une fois que, imaginons, vous vous dites, «Bon, bah, là, j'ai eu, je sais pas, 100 000 € de chiffre d'affaires, que je sois en prestation de service ou en vente de biens, je vais devoir payer la TVA, je vais être redevable de la TVA». Une fois que vous avez cette information, vous allez pouvoir choisir quel régime de TVA pouvoir déclarer. C'est-à-dire, soit vous allez avoir le régime réel simplifié. Donc là, on se dit une déclaration en fin d'exercice plus 2 acomptes. Soit vous dites: «Bah, moi, maintenant que je dois payer la TVA, autant que je le fasse tous les mois. Je fais une déclaration par mois». Donc là, je choisis le régime réel normal. Et si jamais je suis redevable de la TVA, mais que je veux la payer trimestriellement, je choisis le régime réel normal trimestriel, où là, j'ai une déclaration par trimestre. Et si jamais mon chiffre d'affaires, il est inférieur au seuil minoré que je vous ai montré, vous allez directement être en franchise de base TVA. Ça veut dire que vous n'allez pas être redevable de la TVA et il n'y aura aucune déclaration à faire. Donc ça, c'est sur la partie TVA. Ensuite, pour les auto-entrepreneurs, c'est un vrai sujet, la TVA, parce qu'elle est souvent un peu redoutée et on a un peu ce qu'on appelle un arbitrage à réaliser. Par exemple, si j'ai un prix initial de 20 € et que je suis pas redevable de la TVA, bah, si je vends des souris d'ordinateur, je la vends, je veux la vendre 20 €, donc je la vends 20 €, le client paye 20 € et tout va bien. Mais si je deviens redevable de la TVA, si mon prix initial c'est 20 €, il va falloir que je rajoute la partie TVA. Donc mon prix que je facture au client, ça ne sera plus 20 €, ça sera 20 € hors taxe, mais le prix TTC, il sera, celui que j'ai fixé. Si par exemple, donc, on passe à la TVA, le prix de mon bien est égal à 20 €, j'ai 2 solutions en tant que chef d'entreprise. La première solution, c'est je me dis: «Bon, bah, moi, je ne veux pas bouger mon prix. Mon prix initial, c'est 20 €, que je sois TVA ou pas, ça sera 20 €. Donc je vais juste rajouter 4 €, les 4 € de la TVA». Donc ça veut dire que mon prix final, celui que le client va payer, il va payer 24 €, mais lui, donc le client paye 24 €, mais lui, en fait, si on divise le prix, il va payer 20 € qui vont revenir à vous, en tant qu'entreprise, plus 4 € qui vont revenir à l'État. Mais vous collectez les 24 €. Ça, ça veut dire que vous allez devoir augmenter vos prix. C'est-à-dire qu'avant, quand vous n'étiez pas, redevable de la TVA, vous aviez un prix à 20 à 20 € et là, comme vous êtes redevable de la TVA, vous décidez d'augmenter votre prix à 24 € pour pas perdre en compétitivité prix. Du coup, le client va payer entre guillemets, la TVA, donc il va avoir un prix qui va être supérieur. Ensuite, sinon, je peux me dire: «OK, je suis redevable de la TVA, mais j'ai pas envie que mon client final, il subisse le fait que maintenant je suis redevable de la TVA». Donc je peux faire l'exercice inverse. Mon prix TTC, il est de 20 €, donc le client, il va quand même payer 20 € comme son prix initial, mais moi, en tant qu'entreprise, je ne vais plus recevoir 20 €, comme lorsque je n'étais pas redevable de la TVA, mais je vais recevoir 16,70 €, c'est la partie hors taxe et je vais devoir reverser à l'État 3,3 €, ce qui correspond à la TVA. Donc en fait, il y a une c'est purement personnel, c'est purement selon aussi votre activité. Il y a des professions où les clients sont
plus sensibles au prix, il y a des professions qui sont moins sensibles au prix, et puis il y a des taux de TVA qui sont différents selon tout ça. Mais qu'est-ce qu'il faut se dire à ce niveau-là? Il faut se dire que du moment où vous n'êtes pas redevable à la TVA, entre guillemets, votre question prix, il n'y a pas de question sur le prix. Si vous vendez un bien ou un service à 20 euros, bah, le client va payer 20 euros. Sauf que du moment où vous êtes redevable de la TVA, votre prix final, il sera plus de 20 euros parce qu'il y aura forcément cette TVA. Donc la TVA, c'est de se dire, est-ce que moi, je veux prendre en compte la TVA et faire que mon prix final, je veux toujours qu'il soit de 20 euros, mais du coup, j'aurai que 16,70 € dans ma poche en tant qu'entreprise parce que il y aura 3 euros qui seront reversés à l'État pour la TVA. Donc là, je maintiens le prix final et c'est moi en tant qu'entreprise qui supporte la TVA. Ou soit je me dis, bon, mon client final, que je lui facture 20 euros ou 24 euros, il va quand même acheter mon produit ou mon service. Donc là, je décide que ça soit le client qui supporte la TVA. Et dans ce cas-là, le prix final va être de 24 euros parce que je vais avoir 20 euros dans ma poche, plus le client qui va payer 4 euros de TVA. Et au final, moi, je vais collecter 24 euros. Voilà. Ça, c'est purement, c'est des choix qui sont purement personnels. Il n'y a pas de règles. Ça dépend du type d'activité, ça dépend de la sensibilité des clients finaux par rapport au prix. Euh, c'est des choses c'est des choix à faire. Et donc deux solutions, soit c'est le client qui supporte la TVA, et là, vous, en tant qu'entreprise, vous perdez en compétitivité prix. C'est-à-dire que c'est un concurrent qui décide, lui, de ne pas impacter ce prix de la TVA sur son client, bah, forcément, vous allez être plus cher. Ou sinon, vous vous dites, bon, en tant qu'entreprise, moi, j'avais déjà une marge qui était assez grosse sur mon prix de 20 euros, je peux réduire ma marge et je prends en charge la TVA. Voilà. Avec du coup, le prix final qui sera le même. Du coup, je reviens au début. Pour faire un petit récap, on a ce qu'on appelle sur la TVA, vous avez ce qu'on appelle la TVA collectée, donc c'est la TVA qui va être payée par le client, c'est la TVA payée par le client sur vos recettes, et la TVA déductible, c'est celle que vous avez payée sur vos achats. Si vous, vous n'êtes pas concerné par la TVA, c'est-à-dire que vous êtes en dessous des seuils minorés, vous êtes ce qu'on appelle en franchise de base TVA, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune déclaration de TVA à faire, rien du tout. Si par exemple, vous devenez redevable à la TVA, dans quelle situation on devient redevable à la TVA? Comme je vous ai dit, soit votre chiffre d'affaires, il est entre le seuil minoré et le seuil majoré, et là, vous allez devoir être redevable à la TVA à partir de janvier de l'année N. Ou si votre chiffre d'affaires à l'année N, il est supérieur au seuil majoré, là, vous allez devoir être redevable à la TVA dès le jour de votre dépassement en année N. Donc, imaginons que vous êtes redevable à la TVA. 3 types de régimes possibles. Premier type, comme on a dit, le régime réel simplifié. Donc là, c'est 2 acomptes que vous allez devoir faire en cours d'année, plus une déclaration à la fin de l'exercice. Soit le régime réel normal mensuel, là, c'est une déclaration de TVA à faire par mois, ou le régime réel normal trimestriel, une déclaration de TVA à faire par trimestre. Et si jamais vous êtes redevable à la TVA, en tant qu'auto-entrepreneur, vous pouvez décider ou non d'impacter cette TVA sur vos prix. C'est-à-dire que si vous avez normalement un prix initial quand vous n'étiez pas redevable à 20 euros, soit vous vous dites, bon, mon client final, s'il paye 20 euros, je pense qu'il est prêt à payer 24 euros et que ça ne va pas le faire partir. Donc si c'est ce cas-là, vous allez avoir une hausse sur votre prix final, vous allez avoir votre prix initial de 20 euros plus les 4 euros de la TVA que vous allez répercuter sur le prix. Donc on aura 24 euros à la fin. Mais là, dans ce cas-là, c'est le client qui supporte la TVA et vous allez perdre en compétitivité prix parce que vous allez augmenter votre prix, vous allez être moins compétitif. Ou sinon, deuxième solution, vous vous dites, bon, bah, mon prix initial, c'est de 20 euros. Je pense que si je le mets à 24, mon client, je vais le perdre ou il va aller chez mon concurrent. Je décide, moi, en tant qu'entreprise, de rogner sur ma marge et de me dire, OK, mon client final, il va payer 20 euros, mais moi, en tant qu'entreprise, je vais avoir que 16,70 euros dans ma poche et les 3,30 euros autres seront à la TVA que je vais devoir reverser à l'État. Et c'est là, dans ce cas-là, moi, en tant qu'entreprise, qui vais supporter la TVA. Donc, tout ça, c'est bien beau, on a fait plein d'explications, mais la question, c'est de se dire que la TVA, c'est quelque chose qui peut être intéressant, vous, en tant que chef d'entreprise. Dans quel cas, du coup, cette TVA est intéressante? Dans le cas où vos clients sont, elles aussi, des entreprises redevables de la TVA.
Ça va être intéressant si vos clients sont des entreprises redevables de la TVA, plus si vous avez beaucoup de dépenses professionnelles. Là, dans ce cas-là, la TVA est intéressante. Pourquoi? Parce que du coup, vous allez pas perdre en compétitivité prix sur la TVA que vous allez collecter, parce que votre TVA collectée, ça sera leur TVA déductible. Donc en fait, ça va s'équilibrer. Donc c'est à ce moment-là que la TVA, elle va être intéressante. Donc vraiment, retenez, TVA intéressante, pourquoi? Quand vos clients sont des entreprises redevables à la TVA, donc en B2B, clairement, et si vous avez beaucoup de dépenses professionnelles. Par exemple, imaginons, moi je fais de l'achat-revente. Je suis une entreprise spécialisée dans le matériel informatique. Mon client, c'est Bureau Vallée, je vais acheter à Bureau Vallée. Mon client, c'est Bureau Vallée. Et Bureau Vallée est redevable de la TVA parce que c'est elle-même une entreprise. Et par exemple, Bureau Vallée, moi je vais acheter à Bureau Vallée plein d'ordinateurs, etc., que je vais devoir revendre. Donc, moi, je vais avoir de la TVA que je vais collecter, mais eux, ma TVA collectée, ça sera leur TVA déductible. Donc, c'est à ce moment-là que ça deviendra intéressant. Je répète, cas de figure où la TVA est intéressante, du moment que vos clients, c'est des entreprises qui sont redevables de la TVA, plus si on a beaucoup de dépenses professionnelles. Parce que plus on a de dépenses professionnelles, plus la TVA déductible, elle sera considérable. C'est un gros morceau que nous venons de passer ensemble. J'espère que vous êtes tous encore vivants après cette partie sur la TVA. C'était là, on a fini entre guillemets la partie la plus lourde avec les régimes fiscaux, micro-sociaux et la partie TVA. Là, on arrive sur entre guillemets la fin de toute la partie théorique. Donc, ça va être entre guillemets plus simple. Merci Marie-Laure pour me dire que vous êtes vivante. J'en suis ravie. Je vais passer maintenant, et s'il faut que je revienne sur la partie TVA un petit peu en fin de webinaire, s'il nous reste un peu de temps, je le ferai avec grand plaisir. Maintenant, je vais passer sur la partie les obligations en micro-entreprise. Donc là, je vais aller assez vite parce que c'est assez simple. Et en plus, avec Indy, c'est des choses qui sont automatisées et que vous n'allez pas forcément devoir y passer beaucoup de temps. Donc, les principales obligations en micro-entreprise. Du coup, en micro-entreprise, vous avez quand même des obligations comptables. Vous allez devoir établir, il y avoir ce qu'on appelle le livre des recettes. En fait, le livre des recettes, c'est un grand mot pour dire que c'est un registre comptable qui va répertorier toutes les recettes que vous avez encaissées au cours d'une année civile. Donc, toutes les recettes que vous allez encaisser, une recette va être égale à une ligne comptable. Et en fait, c'est un gros document à la fin qui va vous dire, bon, ben voilà, en 2025, voici toutes les recettes que j'ai eues dans mon entreprise. Une ligne comptable, une recette égale une ligne comptable, et cette ligne comptable va contenir plusieurs informations. Vous allez avoir, par exemple, la date d'encaissement, l'identité du client, le prix, etc. Ce livre de recettes, il peut être édité au format papier ou au format numérique. Au format papier, c'est vraiment à l'ancienne. Si vous avez énormément de dépenses, ou même quelques-unes, c'est vraiment un travail qui prend du temps, qui a une marge d'erreur assez conséquente. Et si après, vous avez un contrôle de la part de notre administration fiscale française, si vous avez des erreurs, vous allez pouvoir vous en vouloir qu'à vous-même parce que c'est votre version papier et là, ça va devenir compliqué. Donc, autant passer par le format numérique. Avec, par exemple, nous, l'Indy, on est capable automatiquement de générer votre livre des recettes. Comme on se synchronise bancairement à votre compte professionnel, toutes les transactions, les mouvements bancaires vont être enregistrés par notre application et on va pouvoir être capable de générer automatiquement votre livre des recettes. Donc vous, si vous prenez Indy, vous allez avoir aucun travail sur ce livre des recettes, il sera généré automatiquement. Donc ça, c'est vraiment, on se décharge de cette obligation comptable. Et si jamais donc ça, c'est pour tous les régimes en micro. Si vous êtes en micro-bic vente uniquement, vous allez avoir ce qu'on appelle le registre des achats. Donc là, c'est un peu la même chose que le livre des recettes, sauf que c'est un registre qui va répertorier chronologiquement toutes les dépenses effectuées pour l'exercice de l'activité. Pour ce qui est du registre des achats, là, vous allez être dans l'obligation de conserver les justificatifs de dépenses comme les factures, les notes et les tickets. Minimum 10 ans, ça c'est la règle. Comment ça fonctionne? C'est lourd dans le sens où ça veut dire qu'à chaque achat, vous allez devoir garder vos factures. On sait tous qu'au bout d'un moment, l'encre, si j'empile mes tickets de caisse, elle commence à s'effacer. Si j'ai un contrôle fiscal, c'est un peu plus compliqué à justifier. Si je fais un déménagement de bureau, je perds un carton et je perds mes factures, là, c'est vraiment
l'enfer. Donc nous, encore une fois, avec Indy, on est du moment où si vous êtes en big vente, vous prenez votre application qui peut être sur téléphone, tablette, ordinateur, vous prenez votre facture, vous la prenez en photo, notre intelligence artificielle la reconnaît et va permettre de catégoriser cette facture en catégorie comptable et elle va être conservée dans le logiciel Indy et vous allez pouvoir jeter votre facture. Nous, chez Indy, on a ce qu'on appelle la valeur probante, c'est-à-dire que toutes les factures qui vont être prises en photo par Indy et après intégrées dans notre application font office de preuve si vous avez un contrôle fiscal. Donc ça, c'est plutôt cool. Et si jamais vous vous dites, bon, bah, j'ai pris Indy, mais dans 10 ans, je vais prendre un expert comptable parce que mon entreprise, elle a carrément augmenté ou pour telle et telle raison, nous, Indy, on vous rend tous vos papiers de comptabilité avec toutes les factures et les justificatifs. Donc, vous partirez avec tout ça. Donc ça, c'est pour les obligations comptables où, dans tous les cas, pour l'ensemble d'entre vous, vous devez avoir un livret des recettes. Donc, c'est un registre qui répertorie chronologiquement les recettes encaissées pendant toute une année civile. Donc ça, vous pouvez soit l'avoir en format papier, soit en format numérique. Moi, je vous conseille vraiment de l'avoir en format numérique. Et à savoir qu'avec Indy, ça, c'est des choses qu'on génère automatiquement et c'est une charge en moins à penser. Et si jamais vous êtes au régime BIC Vente, vous allez avoir le livre des recettes plus le registre des achats, où là, c'est vraiment un registre qui va répertorier chronologiquement toutes les dépenses qui vont être effectuées pour l'exercice de la TVA, de l'activité. Et si jamais vous êtes redevable de la TVA, gardez bien tous les justificatifs. C'est important. Ou alors, vous les prenez en photo avec Indy et nous, on les garde pour vous et après, vous pouvez jeter tout ce qui est ticket et facture. Donc ça, c'était pour les obligations comptables. On a ce qu'on appelle les obligations fiscales. Celle que vous connaissez sans doute tous et le mieux, ce qu'on appelle la déclaration des revenus, la déclaration de l'impôt sur le revenu. Donc ça se fait sur la plateforme impôt.gouv particulier, où chaque année, vous allez devoir déclarer vos revenus en avril, mai, N+1 pour l'année N. Donc en 2025, vous allez déclarer vos revenus pour l'année 2024. On a vu ensemble tout à l'heure qu'il y avait 2 solutions pour payer ces impôts. Soit vous êtes au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Donc, si vous vous rappelez, c'est le petit tableau avec les différentes tranches. Si j'ai 33 000 € de chiffre d'affaires, je paye tant d'impôts sur le 0 et 11 000. Je paye tant d'impôts sur les 11 000 et les 23 000. Et je paye tant d'impôts sur les 23 000 et 89 000. Ça, c'est vraiment le barème progressif. Ou sinon, vous pouvez décider de payer vos impôts, ce qu'on appelle au versement libératoire. Donc là, ça va se passer... en fait, c'est l'URSSAF qui va collecter votre impôt en même temps qu'il va collecter vos cotisations et ça va du coup, il va collecter vos impôts petit à petit versus une fois par an si vous êtes au barème progressif. Donc là, en termes de déclaration, votre déclaration d'impôt sur le revenu, c'est ce qu'on appelle la 2042 CPRO. Donc c'est vraiment une annexe fiscale à la 2042. La 2042, c'est la déclaration d'impôt classique que font tous les Français. Mais vous, comme vous êtes auto-entrepreneur, vous allez avoir votre déclaration classique plus une annexe qui va s'appeler la 2042 CPRO. Donc ça, la déclaration de revenus, c'est la déclaration qui va être obligatoire. Si jamais vous êtes redevable de la TVA, comme on l'a vu ensemble, vous allez devoir déclarer votre TVA selon le régime que vous avez choisi. Il y en a, vous pouvez la choisir, le régime réel mensuel, vous allez la déclarer tous les mois, le régime réel trimestriel, tous les trimestriels, et le régime réel simplifié, 2 acomptes avec une grosse déclaration. Donc du coup, là, je vous ai remis les seuils de dépassement de la TVA. On le répète, si vous ne dépassez pas, c'est si votre chiffre d'affaires est inférieur au seuil minoré, pas de TVA. Vous n'êtes pas redevable à la TVA. Donc là, vous êtes dans un régime, ce qu'on appelle en franchise de base. Ça veut dire que vous n'êtes pas redevable à la TVA. Si jamais votre chiffre d'affaires il est entre le seuil minoré et le seuil majoré, vous allez devoir être redevable de la TVA à partir de janvier N, de l'année N. Et si jamais votre chiffre d'affaires dépasse les seuils majorés, là, vous allez être redevable à partir du jour du dépassement. Donc, obligation comptable, je répète, pour tout le monde, que ça y est en BIC, en BNC, vente de biens, etc., vous devez éditer le livre des recettes. Et pour les personnes qui sont en BIC vente, elles vont avoir le livre des recettes plus le registre des achats. Ensuite, pour ce qui est obligation fiscale,
tout le monde, selon peu importe votre statut, vous allez devoir, devoir faire votre déclaration de revenus qui va être, comme vous êtes en micro, c'est assez simple, c'est juste une annexe de votre déclaration de revenus classique, en tant que citoyen français, ce qu'on appelle la 2042 C-Pro et ça, vous allez devoir faire votre déclaration sur impôts.gouv particulier, la déclaration que vous faites, tous les ans. Si jamais, les personnes sont redevables à la TVA, là, vous allez devoir faire votre déclaration de revenus plus la déclaration de TVA, soit trimestriellement, soit annuellement, soit mensuellement, selon le régime que vous avez choisi. Ensuite, on a ce qu'on appelle, peut-être que vous connaissez ou peut-être pas, la CFE. Donc la CFE, c'est la cotisation foncière des entreprises et c'est ce qu'on appelle, c'est une taxe locale en fait, qui est basée sur 3 choses. Qui est basée sur votre chiffre d'affaires hors taxe de N-2, qui est basée sur le taux d'imposition de CFE qui est propre à chaque commune et sur la valeur locative du local ou une base minimum propre à chaque commune. En gros, c'est-à-dire que si j'ai une entreprise qui est basée à Reims et que je fais la même activité à Marseille, je ne vais pas payer le même montant de la cotisation foncière parce que les taux d'imposition de CFE sont différents selon chaque commune. Donc voilà. Qu'on soit en micro, en société, dans un local, dans un domicile, dans sa voiture ou dans son garage, la CFE, elle est applicable. C'est-à-dire que, dans tous les cas, vous allez devoir avoir la CFE. La première année, la première année, vous êtes exonéré de CFE. C'est-à-dire vous allez payer 0 en CFE. Mais c'est pas parce que vous ne payez pas la CFE que vous ne devez pas la déclarer. Vous allez quand même devoir déclarer la CFE, même lors de votre première année. Comment déclarer la CFE? Ça se fait vraiment sur le site des impôts.gouv, mais là, dans la rubrique professionnelle. Vous déclarez vos revenus dans l'impôt.gouv particulier, mais vous allez déclarer votre CFE sur la partie professionnelle. Ensuite, une fois que vous avez passé votre première année, vous allez devoir payer la CFE sur un montant basé sur votre chiffre d'affaires N-2, ou la première année qui aura été du coup proratisée. Et ça, il y a une date, c'est comme les impôts, il y a une date tous les ans où il va falloir que vous déclariez votre CFE avant le 15 décembre. Donc, si on se répète, CFE, c'est une cotisation foncière des entreprises que vous allez devoir payer chaque année, à l'exception de votre première année, où là, vous êtes exonéré, mais ce n'est pas parce que vous ne payez pas de CFE que vous n'allez pas devoir la déclarer. Donc, la première année, vous la déclarez quand même, mais vous ne la payez pas. Et cette CFE est différente selon la commune où vous habitez, parce que chaque ville et chaque commune ont des taux d'imposition de CFE différents. Et ensuite, on va avoir les obligations sociales. Donc là, c'est tout ce qui va être déclaration et les paiements des cotisations sociales à l'URSSAF. Pareil, quand vous allez créer votre compte sur autoentrepreneur.ursaf.fr, vous allez devoir choisir si vous préférez payer vos cotisations mensuellement ou trimestriellement. Et à partir de ce choix-là, vous allez devoir les déclarer, sachant que c'est vraiment un choix personnel et ça va dépendre. Il y a des gens qui préfèrent le déclarer mensuellement et payer ses cotisations mensuelles et d'autres personnes faire ça trimestriellement. Donc ça, c'est pour la partie obligation sociale. Pour la partie facturation, parce que vous allez forcément devoir émettre des factures, je vous ai juste remis un petit récap sur toutes les mentions obligatoires qui doivent apparaître dans une facture. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font leurs factures à la main, mais qui oublient des mentions obligatoires. Et si jamais il y a un contrôle fiscal, ça veut dire que les factures ne seront pas correctes et l'État ne va pas être content. Il faut savoir que nous, chez Indie, on a un logiciel de facturation qui est conforme et gratuit. C'est-à-dire qu'au lieu de s'embêter à faire vos factures à la main, de potentiellement oublier une mention générale ou une mention liée au paiement, vous pouvez générer directement votre facture via Indie. Je vais vous montrer tout à l'heure quand je vais faire une petite démo. Vous générez votre facture via Indie. C'est hyper simple. Vous pouvez la customiser avec votre logo, vos couleurs, etc. Et là, vous allez être sûr que toutes les mentions obligatoires vont y être affichées. Donc voilà un petit peu pour toute la partie théorique. Je vais changer d'écran pour vous faire une petite démo d'Indie, juste pour que vous voyez un petit peu à quoi correspond notre logiciel. On est d'accord, Simon? On a jusqu'à 12h30 ou 12h15?
C'était 12h15, je crois. 12h15. Ok, je me dépêche. Je fais ça en 30 secondes. Alors, je vais vous repartager mes... Je vais vous changer d'écran. Tac. Donc là, par exemple, je suis sur un compte de démo. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Ok. Là, je suis sur un compte de démo. Donc, en fait, quand on arrive sur Indy, on a un espèce de petit onglet pilotage où je vais pouvoir revoir voir tous mes revenus, toutes mes dépenses et piloter un petit peu mon entreprise. Et après, je peux avoir tous les types de revenus et de dépenses. Par exemple, là, on retrouve toutes les dépenses qui vont être catégorisées grâce à Indy, grâce au logiciel, où je vais avoir toute la partie sur mes seuils, mes dépenses qui vont être classifiées, toute ma trésorerie. Ensuite, je vais avoir une partie facturation, comme je vous ai parlé là tout à l'heure, où je vais pouvoir générer des factures très, très, très facilement. Par exemple, là, je vais... Alors, attendez. Je veux éditer une nouvelle facture, je fais créer une facture, je choisis le modèle de facture qui me correspond, et par exemple, je vais donc renseigner tout ce qui est mon nom, mon prénom, le numéro de la facture, le titre, et toute la partie, on va dire le corps de la facture avec les prestations de service, etc. Et après, je vais pouvoir la générer directement, mettre mon RIB sur la facture et l'envoyer au client via Indy. Ensuite, on a une partie document où là, je vous ai parlé, oui, c'est obligatoire d'avoir un grand livre des recettes. Par exemple, là, le livre des recettes est généré directement par Indy. Vous avez toute la partie déclaration fiscale qui est ici présente. Si par exemple, je suis redevable à la TVA, je vais pouvoir faire mes déclarations ici via Indy. Et là, c'est toute la partie justificative de toutes mes dépenses. Donc voilà un petit peu une démo assez rapide. Je vais repartager mon autre écran. Tac, parce que nous sommes partenaires de l'ADI et nous avons, en tant que partenaire, une super offre à vous proposer. Donc, en gros, on a une offre dédiée entre Indy et l'ADI, c'est-à-dire que pour toutes les personnes là qui sont là présentes, vous pouvez profiter de 4 mois offerts pour tester Indy. Donc, soit vous scannez ce QR code, soit sinon, je vais vous mettre notre page partenaire dans le chat. Tac. Donc, pour rappel vraiment, sur Indy, toute la partie facturation, nous avons un compte professionnel, ça, c'est des choses qui sont gratuites. Mais toute la partie déclaration, c'est payant, il faut prendre ce qu'on appelle Indy Premium. Et grâce à notre partenariat avec l'ADI, vous pouvez profiter de 4 mois offerts pour tester Indy et pour générer toutes vos déclarations comptables, toutes vos factures et même avoir un compte professionnel. Donc voilà, j'espère, Simon, que c'est clair. Est-ce que tu penses que j'ai oublié quelque chose d'autre? Non, voilà, en tout cas, c'est ouvert à tous les clients de l'ADI, ce partenariat-là. Et donc, allez-y, allez en profiter en effet si vous êtes client de l'ADI. Et en tout cas, non, c'était très complet, je crois. Il y a eu beaucoup de questions, hein, et bravo à Aussi, ouais. Julie et Elsa qui ont répondu à toutes les questions qu'elles pouvaient. Et donc merci beaucoup. Et en tout cas, peut-être parmi vous, certains n'ont pas encore toute la maîtrise sur ces questions du régime de la micro-entreprise. Il ne faut pas que ça soit un frein, en tout cas, pour que vous continuiez dans votre projet et dans votre création d'entreprise. Vous pourrez trouver, si vous allez vers l'ADI et que vous avez besoin d'un financement, que vous rentrez en contact avec un conseiller, vous pourrez avoir toute l'aide que vous souhaitez pour répondre à ces questions, et notamment grâce aux bénévoles. Et puis ensuite, vous pouvez bénéficier du coup de ce partenariat entre l'ADI et Indy pour faciliter vos démarches. Mais en tout cas, voilà, même si certains points sont difficiles à comprendre ou à maîtriser au travers d'une webconférence, quand bien même elle était claire et complète. N'ayez pas peur et continuez dans votre démarche de création d'entreprise. Et ces questions de statut, de régime,
vous pourrez trouver de l'aide, vous pouvez trouver de l'aide pour y répondre avec l'ADI, avec Indie ou avec d'autres associations comme BGE, par exemple, qui peuvent aussi venir vous appuyer sur ces questions. Voilà, et donc pour moi, j'ai pas d'autres questions. Je disais simplement que le replay allait être diffusé sur le site YouTube de l'ADI dans quelques jours. Et donc, tout le monde pourra revisionner ces explications sur le régime de la micro-entreprise. On a pas mal de questions qui nous demandent quand est-ce qu'il y a une date de validité du code promo. Non, il n'y a pas de date de validité. C'est un code promo qu'on a avec dans le cadre de partenariat avec l'ADI. Donc, si jamais vous n'avez pas encore créé votre micro-entreprise, que vous la créez dans 2-3 mois, vous pourrez toujours continuer à utiliser ce code promo. Il sera toujours valable pour vous, quoi. Tout simplement. En tout cas, j'espère que c'était clair. Beaucoup de questions, c'est des sujets qui sont denses et quand on n'est pas fait spécialement dedans, ça peut paraître assez lourd. Mais vous allez recevoir, bien sûr, le replay va être disponible. Et en tout cas, les filles Julie et Elsa ont essayé de répondre au maximum de vos questions. Donc, merci à elles, parce que c'était assez dense. Il y a énormément de questions. Donc, c'est trop bien pour nous parce que ça montre qu'il y a de l'intérêt pour ça. Et puis, vous êtes dans une situation où forcément, il y a plein de choses qui pop-up, quoi. Donc, merci Simon, en tout cas, pour l'invitation à ce webinaire. Et puis, n'hésitez pas à profiter de notre super code promo avec l'ADI. Merci beaucoup à tous et à toutes. Bonne journée. Merci à toutes, bonne journée.